Et donc, qu'est-ce que la TEDx? C'est maintenant une association d'ailleurs, une vraie association qui vise à rassembler les gens autour de plusieurs sujets qui ont un lien de près ou de loin avec l'agilité et le DevOps. Il faut savoir qu'à Tours, jusqu'il y a un an, il n'y avait pas grand-chose qui en parlait et qui permettait de fédérer les gens autour de ça. Et on a découvert que ça intéressait pas mal de monde. Donc nous voilà, on essaye de faire vivre l'association en proposant des sujets assez vastes, assez larges. Donc si même vous, de votre côté, on le répétera sans doute à la fin de la présentation, mais vous êtes intéressé pour présenter quelque chose qui a un rapport avec l'agilité et le DevOps, on vous accueillera très très volontiers pour le présenter, pour faire un atelier, enfin, ça peut prendre différentes formes. Donc, on en est au 7e aujourd'hui. Quelques petites informations autour de la TEDx. On a choisi aujourd'hui de vous afficher tous ceux qui ont déjà été nos sponsors. Aujourd'hui, on est surtout sponsorisé par la maison, mais il y a eu MAM qui nous a souvent accueillis dans ses locaux. Il y a eu AppSitOp et AdFancy qui sont nos deux véritables sponsors financiers. D'habitude, c'est eux qui nous permettent de faire venir les intervenants et de donner à manger un petit peu à tout le monde à la fin de l'intervention. Palo Alto qui nous a permis de nous mettre en relation avec pas mal de gens sur la place de Tours. Et la Wild Code School aussi, qui est une école d'informaticiens et qui nous a déjà accueillis aussi par le passé. Donc voilà, on en profite quand même pour tous les remercier parce qu'ils ont tous été acteurs actifs, voilà. Et sans eux, on ne serait clairement pas là aujourd'hui. Alors, donc, comme je l'ai dit, la séance sera filmée. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas montrer leur bouille, n'hésitez pas à enlever la vidéo, sinon vous êtes les plus que bienvenus. Et hélas, une collation ne sera pas proposée post-présentation. On pourra quand même discuter et échanger, se poser des questions, mais voilà, on n'aura pas ce plaisir-là. On vous donne rendez-vous dès que le confinement sera terminé. Par contre, contrairement à d'habitude, vous pouvez boire un coup pendant la présentation, chose qu'avant, on ne pouvait pas faire. Il faut savoir prendre les avantages là aussi. Effectivement. Alors, concernant le calendrier, il est beaucoup plus fourni d'habitude. On donne surtout des dates de nous, la TEDx, et puis des petits copains à côté aussi qui ont des associations et qui font pas mal bouger la place de Tours. Côté TEDx, le 5 mai 2020 est toujours prévu l'intervention de Quentin Adam de Clever Cloud, donc sur un formidable sujet DevOps. Aujourd'hui, il est maintenu. Je ne sais pas encore ce que ça va donner par la suite. Typiquement, l'intervention du mois de juin a été annulée. Donc, on va voir un petit peu comment organiser tout ça. Vous serez bien sûr tenu au courant via notre site ou même prenez de l'information sur Eventbrite. Mais pour l'instant, on reste sur une date du 5 mai. Le 15 mai doit avoir lieu la FUB des Tours 2020. Une date qui est toujours maintenue, mais a priori, on est en train de glisser un petit peu sur juin. Donc, pareil, tenez-vous au courant. Avec une superbe intervention d'une coach agile, Fanny Cloak, qui fera une presse à la FUB. Merci Stéphane. Entre autres, il y a plein de gens intéressants. Oui. Et puis, du coup, nos petits compagnons, donc la FUB Tour, ils font aussi des événements tous les mois. Et Tour Jog aussi, là, ça a été annulé ces derniers temps. Il faut prendre de l'information aussi sur leur site ou sur Meetup. Oui, ils passent par Meetup. N'hésitez pas à aller les voir, c'est souvent des sujets super intéressants. Et puis ça, c'est nous. Si vous voulez prendre de l'information, proposer des sujets de conf, ou même proposer des sujets qui vous intéresseraient, mais que vous n'avez pas d'information et que vous aimeriez bien qu'on vous en amène, il ne faut pas hésiter à venir nous checker sur Twitter, sur notre site, par mail. L'important, ce que tu as dit, c'est que non seulement vous pouvez proposer des sujets que vous voulez donner, n'hésitez pas à vous servir de nous comme un laboratoire. On est plutôt sympa et ça ne nous gêne pas que vous veniez essayer une conf pour la première fois qui n'est pas trop rodée. Mais n'hésitez pas aussi à proposer des sujets qui vous parlent, mais dont vous aimeriez avoir plus d'informations et que vous n'avez pas eu dans les différents confs. Nous, au pire, on peut essayer de trouver quelqu'un qui en parle et de le présenter. Donc, tout ça, ça se passe essentiellement, n'hésitez pas via Twitter. On a aussi un CFP officiel sur le site qui vous redirige vers OpenIO et
On avait une barbe avant. Et oui, il faudrait qu'on change. Et un petit peu de publicité aussi pour Roxane Champao qui a fait notre identité visuelle TEDx. On la remercie encore. Et je sais qu'elle travaille en période de confinement, donc n'hésitez pas à faire appel à elle aussi. Voilà pour nous. On va passer la main à Alexandre. Donc, on arrête de partager notre écran. Et puis, du coup, on te laisse la main. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Allez, nous, on se tait. Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que le son passe bien? Ok. Donc, je me présente. Je suis Alexandre Coix. Je suis, comment dire, au quotidien, je suis officiellement Scrum Master. Et sinon, ça doit faire à peu près 2 ans que la façon dont j'interviens en agile, ça se ressemble beaucoup plus à du game design, à de la conception de jeux pédagogiques et de jeux opérationnels, de serious game, que je partage entre autres. Et on a construit une petite communauté autour de ça. Et un peu un petit mouvement. Justement, ce soir, c'est un peu l'histoire de ce qui se passe. Hop. Je me mets en mode présentation. Hop. Ce que j'aimerais demander avant de commencer, si vous pouvez écrire ou même répondre sur vos attentes aujourd'hui, histoire que je sélectionne un peu plus l'information et que je tape pas trop à côté. Du coup, tu préfères qu'on prenne la parole ou que tu préfères qu'on t'écrive? Prenez la parole, c'est plus naturel, c'est plus spontané. Ça marche? Moi, je commence du coup parce que c'est très égoïste de t'avoir fait intervenir. C'est surtout comment nous, finalement, s'approprier ce que tu mets à disposition et de pouvoir le reproposer parce que le peu qu'on en connaît, bah, ça fait grandir chaque atelier qu'on peut mener et découvrir aussi, faire découvrir aux autres personnes. Voilà pour nous. D'accord. J'arrive pas à réouvrir la conversation. Alors, a priori, il y a Frédéric Leguédois qui est connecté et qui dit tout pareil. Il y a découvrir ta méthode, la curiosité, la prise d'information. Ok. Donc voilà, c'est surtout découvrir la direction qu'Open Serious Game va prendre. Ah, Alors là, ok. il y a de la pression. Et découvrir le concept. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a beaucoup le mot découvrir, si on veut résumer. Okay. Et puis quelques tips justement à mettre en place. Ok. Donc pour donner un peu de contexte, ce soir, je vais moins aller dans, comment dire, un serious game en particulier. Je vais moins aller dans un serious game en particulier parce que ce que je voulais vous raconter, c'est beaucoup plus Open Serious Game. Le principe, comment les principes de fond en Open Serious Game ont influencé l'évolution. Et plutôt que d'entrer dans une session, le principe d'une session, qui peut ressembler un peu théoriquement, je vais montrer un peu les conséquences que ça peut avoir. Et aussi, voilà, c'est l'idée de vous montrer l'histoire. Si vous devez partir dans 1 minute, comment un post LinkedIn est devenu quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'on imaginait. D'ailleurs, on n'imaginait pas grand-chose au début. Et comment est-ce que ça peut vous servir, vous aussi, pour faire évoluer ou dans votre chemin d'évolution de ce que vous organisez, ce que vous postez, de ce que vous construisez. Ce soir, j'ai demandé à Fanny si on pouvait enregistrer, entre autres, dans toujours la même démarche de capitaliser l'expérience pour pouvoir la partager. Et c'est un peu le principe, hein, comment à chaque fois on capitalise l'expérience.
pour la partager plus loin et comment on invite tout le monde à s'en l'approprier. Et voilà, pas d'un point de vue théorique, mais vraiment qu'est-ce qu'on a fait dans la pratique. Et voilà. Donc, ce que vous n'aurez pas aujourd'hui, j'ai aucun conseil miracle pour vous. Hein. Je ne peux pas vous dire ça marche, ça ne marche pas. Je peux vous dire ça, c'est l'histoire qu'on a eue. Et voici comment nos choix ont marché. Je ne vais pas vous faire une success story en disant on est trop fort. Ici, on a tout gagné. D'autant plus que je considère Open Source Game ni comme un succès ni comme un échec. On pourra échanger plus loin pourquoi. Et je ne suis pas là pour faire la promo d'Open Source Game non plus. Pas pour vous. Pas besoin de dire abonnez-vous à ma chaîne, mon tweet, le hashtag. Le but, c'est vraiment de partager sur les galères qu'on a eues, parce que c'est là où il y avait le cœur d'expérience, les choix qu'on a faits et aussi vous inviter à regarder cette expérience avec le recul que vous avez aujourd'hui. Et je vous invite aussi à remettre en cause ce qu'on a fait, tester des morceaux qui vous plaisent, remplacer par mieux. Moi, ce que je vous donne, c'est la meilleure capitalisation d'expérience que je peux avoir aujourd'hui, dans le souhait que demain, n'importe lequel ou laquelle d'entre vous puisse proposer quelque chose de meilleur à son échelle. Et donc, je vous ajoute une petite citation parce que je trouve ça sympa. Absorbez ce qui vous est utile et laissez vraiment tomber ce qui ne vous l'est pas et vous ajoutez ce qui vous est spécifique. Ça, c'est vraiment moi, je la ressors souvent, cette citation. Et pour ma part, c'est vraiment avec plaisir de recevoir des news après cet événement sur ce que vous auriez mis à jour, ce que vous auriez pris de cette expérience, mis à jour vous-même, puisque je suis vraiment très envieux d'apprendre à mon tour de ce que vous aurez testé. Et petit disclaimer, tout ce que je vais dire à propos d'Open Source Game, ça reste qu'un seul bout de l'histoire. C'est c'est ma vision. Voilà. C'est un peu sur la métaphore des aveugles. Chacun voit ce qu'il arrive à voir. Moi, je vous raconte ce que je comprends aujourd'hui d'Open Source Game. Je vous invite toujours à compléter mes perspectives avec d'autres perspectives. J'ai mis une petite liste de personnes qui a beaucoup contribué, enfin qui ont chacun contribué à Open Source Game sur l'année passée. Et voilà, c'est en complétant l'information, en complétant les points de vue que vous pourrez construire ce qui vous convient et que vous pourrez vous-même tester ce qui vous va. Donc, au niveau des questions, n'hésitez pas à me couper la parole parce que surtout, je ne vois pas la fenêtre de conversation quand je suis dans ce mode-là. Sinon, après, j'ai trop de choses sur l'écran. On te dira s'il y a des choses qui arrivent comme ça, on te permettra de relayer. Prévenez-moi si vous avez des questions. Si vous avez des questions, pour pouvoir garder le flux de la conversation, je vais répondre d'abord brièvement. Et puis, si vous voulez qu'on creuse derrière, on creuse à la fin. Et voilà, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé sur Open Source Game. Donc, pour vous donner un peu le contexte, je vais faire un prologue rapide. Avant, j'étais chez GRDF, donc c'était mon client précédent. Et on était un petit groupe de Scrum Master qui faisait des activités de petits groupes de Scrum Master. Entre autres, on faisait venir des intervenants. Ça, c'était un peu ce qui se passe. D'ailleurs, Frédéric Le Guédois, hein, voilà, on faisait venir des intervenants plus ou moins connus à l'époque. C'était fin 2017. Et notre premier travail, notre premier but, pour un peu dépasser notre quotidien opérationnel, c'était d'identifier un peu des contenus intéressants sur Internet ou autour de nos communautés. On avait une salle, c'est le M95, hein, qui organise régulièrement des événements. Et une de nos choses, c'est qu'on s'est dit, bon,
osons inviter les gens pour présenter les contenus. C'est un peu ce qui se passe avec pas mal de meet-up aujourd'hui, c'est se dire, voilà, on fait de la veille, on invite des gens. Ensuite, quand on a commencé à voir un peu comment ça se passait, des événements qui dépassaient un peu notre quotidien d'équipe, on s'est dit, pourquoi pas nous-mêmes essayer un peu. Est-ce que nous, on ne pourrait pas animer des petits ateliers qui n'ont rien à voir avec l'opérationnel du quotidien, mais vraiment pour partager à l'échelle de notre propre entreprise. Donc, le premier travail, ça nécessitait un peu de croire un peu à notre propre légitimité et aussi de trouver des formats faciles pour qu'on puisse oser animer. Et entre autres, le jeu était plutôt pratique dans ce cas-là, parce que finalement, on avait besoin de partager les règles, mais assez peu besoin de partager notre propre expérience dessus. C'est bon, voilà, on fait les règles et l'intelligence, elle est dans la façon dont les gens jouent, et l'information importante, elle est dans ce qui émerge du gameplay. Ensuite, après avoir fait quelques tours de présentation en local et en continuant aussi les invitations, on s'est dit, on a eu des demandes autour de nous, si tu avais entendu parler à travers le réseau, soit autour de différentes sociétés de prestations desquelles on faisait partie, soit juste parce que on avait un ami d'amis ou une connaissance qui a entendu parler de nos ateliers. On a commencé à faire des petits ateliers un peu autour de nous, pareil, dans des petits contextes privés. Un petit contexte privé, donc c'était souvent une entreprise en particulier qui disait, voilà, il y a tel atelier, est-ce que ça vous intéresserait de le jouer chez nous? Nous, on s'est dit, voilà, si ça peut être utile, ça nous fait une sortie, on apprend et ça rend service. Donc, c'est un peu l'étape. Et arrivé à ce stade-là, on a commencé à publier aussi, d'abord dans la vocation de rendre et de contribuer à la communauté, parce que, mine de rien, on s'était nourri de beaucoup de choses aussi, avant de créer nos propres contenus. Et aussi, on s'est dit, plus on publie, plus on expose, plus on s'expose, nous aussi, à la critique et à l'évolution, à la proposition de nouvelles versions, et on peut s'améliorer avec ça. Donc, on publiait dans le réseau social d'entreprise et aussi en public. Donc, voilà un peu comment ça a commencé. Ça vous donne un peu le contexte de dans quel état d'esprit, dans quelle démarche Open Serious Game, en tant que mouvement ou en tant que meet-up, c'est né. On était d'abord un petit groupe de personnes qui souhaitaient apprendre de l'extérieur, transmettre un peu autour de nous et contribuer. Donc, c'est vraiment ça nos moteurs. Et tout ça, on le faisait sur du temps perso, donc à midi ou le soir. Ça va jusque-là? Pas de questions? Et du coup, les premiers sujets de présentation, c'était lié à votre statut de Scrum Master. Vous aviez aussi des sujets un petit peu autres, un peu plus vision métier ou vision technique. C'était quoi les sujets abordés? C'était beaucoup Scrum Master. On va dire, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'agilité dans le contexte de développement logiciel ou dans le contexte de relations de travail. Donc, que ce soit au niveau des invitations et des événements pour lesquels on avait des invitations, comme Frédéric, Jean-Pierre ou Michael, c'était autour du Scrum Mastering. Après, à un moment, chacun est venu avec sa propre, parce qu'on a commencé à faire nos petits ateliers, chacun est venu avec son propre domaine de maîtrise. Par exemple, Jean-Michel Vallée, lui, il a fait un jeu sur RGPD parce qu'il était chargé de RGPD dans le département. Et d'autres personnes ont fait sur la priorisation, d'autres personnes ont fait encore sur autre chose. Mais c'est vraiment commencer par un sujet où justement on croit en notre propre légitimité localement. On n'était pas d'ailleurs, je considère pas des références à l'échelle hyper grande, mais on se dit, au moins dans ce petit contexte-là, je peux apporter avec une information qui m'est très spécifique, je peux transmettre. C'était ça les sujets.
communication non violente. Voilà, c'est des sujets qu'on peut retrouver un peu souvent en meet-up ou en atelier. Hein. D'autres questions? Donc, je passe un peu au premier épisode, c'est comment est-ce qu'on est passé au premier meet-up public. C'est aussi pour mettre un message, l'intention derrière cet épisode, c'est aussi de montrer que ça peut arriver à tout le monde et que ne faut pas avoir peur. Encore une fois, hein, c'est vraiment pas l'idée de raconter une success story, c'est plus raconter justement quelque chose qui nous est arrivé comme ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est quand on a publié un de nos jeux sur LinkedIn, qui était un atelier où en gros on devait créer on pouvait créer sa propre rétrospective. On publiait comme ça, juste pour publier, hein, avoir des retours et tout. Et il y a un moment, il y a un commentaire qui nous a dit, une personne qui nous a dit quand est-ce que vous le jouez en public? Et avant même qu'on puisse répondre, dire bah non, nous les meet-up, c'est pas notre truc, c'est pas à notre échelle. Et il y a quelqu'un qui a répondu bon, j'ai une salle à vous proposer. Et là, on s'est dit bon, on va vraiment pas pouvoir tenir l'échelle, on va pas pouvoir tenir ça, le volume. Et on s'est dit bah voilà, allez, on le fait juste une fois. J'étais avec la co-créatrice de Cocomère Rétro, Sophie Cine. Il dit ok, on le fait une fois. Bon, il faudra vraiment rappeler qu'on fait les choses juste une fois. Et on s'est dit, le jour même où on l'a animé, on a dit on veut le faire juste une fois, puisque voilà, c'est pas notre délire, on a pris un compte Meetup. C'était pas notre vocation à ce moment-là. J'ai dit voilà, c'est un délire, on le fait juste une fois. Et donc, à l'intérieur de cet atelier, dans les documents qu'on vous a envoyés, on a mis tout ce qu'il faut pour l'animer vous-même. Pas tout ce qu'il faut pour vous souvenir. Pas du genre, ah oui, je revois les contenus et je peux me souvenir de ce que j'ai vécu. C'est plutôt, je peux reproduire ce vécu chez quelqu'un d'autre. Et on a dit à tout le monde, bah, on vous a tout mis et allez-y, faites-le et proposez mieux et c'est ouvert. C'est comme du code source où on se disait, bah, tout le monde peut faire mieux. Et finalement, c'était plutôt sympa comme expérience. Et ça allait parce que justement, le format atelier-jeu, on n'avait pas tout le temps à être là. Et c'était plus confortable. Et derrière, on a eu plein de retours sur ah ouais, moi, si je l'animais, je le ferais de telle manière. Je dis ah, c'est plutôt sympa, on apprend, on transmet, on se connecte à des gens, ça nous donne du sens. Et on s'est dit bon, juste une fois pour celui-là. Et pourquoi pas une fois de plus. Et un mois après, on a fait un autre meet-up, toujours sur la même formule de donner quelque chose de reproductible, qui est le meet-up qui s'appelle Comment animer un meet-up. Enfin, aujourd'hui, il s'appelle différemment, vous pourrez le retrouver sur Open Serious Game, mais c'était un peu la même idée, fournir un canvas et un déroulement pour que les gens puissent créer leur propre meet-up. Avant, ils pouvaient créer leur propre rétro, là, ils pouvaient créer leur propre meet-up. Et on s'est dit, bah, au moins, les gens qui assistent à ça, ils pourront créer leur propre meet-up, donc construire une communauté qui leur va bien. Et en plus, ils pourront créer leurs propres ateliers. Donc, quelque part, on était scalable par rapport à la crainte de demande qu'on avait. Surtout qu'on continuait aussi le reste. On continuait à inviter des gens, on continuait à animer des ateliers en local et aussi des petits ateliers privés dans notre réseau. Donc, à chaque fois, on se posait tout le temps la question comment on fait pour tenir? On a toujours tout fait dans ce mode, tout est ultra transmissible. En plus, Sophie était en congé maternité, donc voilà. Toutes les conditions étaient réunies pour contraindre à un maximum de transmissibilité. Et à ce moment-là, on n'était pas encore Open Serious Game, on était un meet-up. Et on a commencé, après ces deux meet-up-là, à avoir des réponses et des répercussions qui étaient « Ah ouais, est-ce que vous pouvez le rejouer chez nous et vous êtes dispo quand? Est-ce que c'est un meet-up pour vous promouvoir vous-même » Et là, on s'est dit bah, « Non, on ne va pas vraiment pouvoir tenir le nombre de demandes. » Et
Et surtout que c'était vraiment un état d'esprit de transmission et c'était vraiment pas pour nous promouvoir, nous deux spécifiquement, mais mettre en avant le côté que ce qu'on donne, on peut le reprendre, etc. Et comme on vient du monde de la JT, idée saugrenue, un peu naturelle, on dit bon, allez, si on faisait un manifeste. Ok. Et 3 semaines plus tard, on a fondu un manifeste avec le petit groupe que vous avez vu au prologue, et le manifeste Open Serious Game. Donc, je ne vais pas rentrer sur les détails du manifeste. Je vous ai mis tous les détails dedans si vous voulez voir la version article, la version site web. Je le raconte en vidéo dans la vidéo qui est là. Voilà, l'idée, c'est pas de répéter les choses et de pouvoir fournir quelque chose qui est vraiment spécifique aujourd'hui. Si vous voulez creuser, les ressources sont ici. Et si vous avez des questions, bon, voilà, j'y réponds. Mais de base, si vous voulez creuser, j'ai tout le temps tout mis comme ressources. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans le manifeste. Donc, on est passé de notre petit groupe privé à plein de gens. Au début, autour de nous. Et ensuite, par rebond, ça a popé un peu partout. Il y a quelqu'un qui m'appelle de Toulouse, il dit ah, j'ai vu le manifeste, je suis chaud. Quelqu'un qui m'appelle de Lyon pour dire ouais, j'ai vu le manifeste, je suis chaud. Et ouais, bah, très bien. Et il y a eu plein de nouvelles initiatives, que ce soit, tiens, si on crée un jeu sur ça, ou si on osait le faire à travers les confs agiles, parce qu'on voit plein de monde, et ou une association, ou on pouvait, ou est-ce qu'on ne pourrait pas traduire le manifeste, ou je vais lancer ma communauté dans ma ville. Et c'est vraiment le mot que je veux remettre sur Open Serious Game, parce que tu vois, on me pose la question, comment ça a grossi, etc. Le mot, c'est vraiment se retrouver. Dans le manifeste, c'est comment dire, c'est un outil, ou en tout cas, c'est un message où les gens se retrouvent. Les gens qui signent le manifeste, c'est pas, ils découvrent le manifeste, ils disent c'est quelque chose de totalement nouveau, j'y vais. C'est quelque chose pour lequel ils avaient déjà, pour la plupart, les valeurs, ils avaient déjà un peu les formats, l'information, de dire je transmets quelque chose qui est fait pour être retransmissible, je partage je partage de manière à recevoir pleinement la critique et être témoin de nouvelles versions. Je crois en la transmission par le jeu. Donc, c'est plein de choses qui étaient déjà chez plein de monde, entre autres dans la communauté agile. C'est cette communauté qui a le plus réagi. Bon, déjà parce que c'était le plus proche. Mais c'est les retrouvailles qui ont fait que, avec le manifeste, c'est devenu tout de suite gros. En fait, c'est pas devenu gros parce que c'était nouveau, c'est beaucoup de gens se sont retrouvés dedans. Et comme le fonctionnement, c'était à chaque fois qu'on donne un meet-up, on partage le manifeste, on partage le principe de retransmettre. Chaque meet-up, beaucoup de meet-up menaient à plus de meet-up, d'ailleurs qu'on ne contrôlait pas du tout. Moi, au bout de 3-4 mois, même 3-4 mois après le manifeste, j'arrivais plus du tout à suivre l'activité Open Serious Game. J'ai découvert parfois des choses 6 mois après un événement, on dirait oui, il y a eu un événement ici. Parce qu'on est resté dans cet état d'esprit de je donne et après tu reproduis, mais tout le monde ne fait pas un post avec le hashtag pour pouvoir pour pouvoir indexer l'information sur les réseaux sociaux. Donc, il s'est passé des choses un peu partout, toujours dans cet état d'esprit de je transmets quelque chose de facilement reproductible et de facilement évoluable en donnant tout le code source pour pouvoir le retransmettre. Et ça, on s'est retrouvé en tant que communauté à voir des événements dans plein d'entreprises. On s'est retrouvé à HEC, on a fait l'école de commerce comme ça, dans des confs Agile Tour. Et c'est là qu'on est devenu un mouvement. Et quand on était un mouvement, on a commencé à nous demander, un peu le petit groupe d'origine, mais où est-ce qu'on peut retrouver tous les jeux Open Serious Game? Ouais, j'aimerais contacter la personne qui a créé ça. Moi, j'ai besoin d'un jeu à propos de ceci ou de cela.
Et là, comme les 2-3 dernières fois, on s'est dit, là, tel qu'on est, on va vraiment pas pouvoir tenir le nombre de demandes. Donc, on s'est dit, bon, voilà, on va faire un site. Dans le site, on a mis le manifeste, des infos de base, et on a mis les premiers jeux open source game, pareil en open source, en disant, voilà, pour chaque jeu, vous pouvez le reprendre. On n'avait pas encore cette notion on n'avait pas encore cette compréhension ni la pratique de Creative Commons, des droits, etc. À l'époque, on disait, voilà, c'est fait pour être retransmis. Et en concentrant l'information à un endroit, et en déclarant ouvertement, cette information, elle est transmissible, cette information, elle est faite pour que chacun puisse se l'approprier, que chacun puisse proposer de meilleures versions, les publier à son tour et transmettre et déployer la vertu de cette souche. On n'était plus devenu un mouvement avec un site, il y a eu plein de nouvelles communautés locales qui sont créées. Donc, c'était plus vraiment une histoire on essaie de raccrocher des gens un peu partout en France, des individus. C'est plutôt les gens se lançaient et ils profitaient de sorte de technologie à disposition et eux-mêmes contribuaient à cette technologie-là. Un peu dans le même sens que l'open source. Et c'est là on arrive à l'épisode 2. Pour faire un point comparatif sur Open Source Game, j'imagine que certains d'entre vous travaillent avec des développeurs logiciels, si vous êtes du monde de l'agile, du DevOps. Oui. Oui. En tant qu'accompagnant, Scrum Master, coach agile ou coach craft, on dit tout le temps aux gens, ah oui, travaillez votre code pour qu'il soit lisible, il soit compréhensible, il soit réutilisable et améliorable par tout le monde. Mettez des patterns, expliquez, commentez-le. Et ça, on le dit à tout le monde. Et au quotidien, sur nos propres productions de Scrum Master, le comportement qu'on prenait, en soi, moi je prenais ce comportement avant, c'était ouais, mais t'inquiète, moi je sais gérer ce code-là, je saurais l'expliquer à la personne, j'ai pas besoin de le décomposer, ça me prend trop de boulot. Donc, j'appliquais pas avant cet état d'esprit de systématiser la transmissibilité, j'appliquais pas à mes propres productions ce que je demandais à tout le monde, à toutes mes équipes en disant créer de la documentation de manière réutilisable et évolutive. Et c'est un peu ça qu'on a commencé à faire en fait, et qui a fait que ça a boomé d'un coup en mettant ça à un même endroit, c'est en disant si nous on s'appliquait notre propre sauce, voici ce que ça donne. Et là on arrive à l'épisode 2. Il y a des questions sur l'épisode 1? Alors, il n'y en avait pas de noté. Moi, je veux juste réagir sur un truc que tu as dit. Ouais. Tu as dit c'est le partage malgré la critique. Ça veut dire que tu as dû faire face à des remarques un peu désobligeantes sur la façon justement de partager de manière ludique, des gens qui, par exemple, ne trouvaient pas ça crédible. Quand je disais le partage malgré la critique, c'est plus dans le sens de la peur un peu d'être une imposture en disant voilà, je partage quelque chose et j'ai peur de me prendre des retours comme quoi je ne suis pas légitime pour partager, je sais pas moi, sur la communication non violente ou sur des sujets que je n'ai pas creusés pendant 25 ans à full time. D'accord. C'est le syndrome de l'imposteur. C'est ça, ouais. D'accord. On s'est dit, justement, on partage pour la critique, parce que la critique, elle est pour l'évolution. Et ce qu'on commence à partager, c'est d'abord des tout petits morceaux, facilement reproductibles et facilement évoluables. Et si on partage sur beaucoup, c'est hyper dur après d'exploiter la critique, en fait. Mais si on a quelque chose d'exécutable, la critique est tout de suite réintégrée sous forme de variation, un peu comme du code. Mmh. Et voilà, c'est aussi un travail sur l'ego et sur se dire que la version la plus humble, c'est plus de s'exposer et d'inviter à dire
allez-y, attaquez-moi, que se dire non, mais moi, j'ose pas. C'est plutôt, là, c'est une sorte de préservation de sa propre fierté locale. Et je comprends cette préservation-là, parce que, je sais pas, imaginez quelqu'un qui commence dans l'agilité et publie n'importe quoi, il peut se faire défoncer sur les réseaux sociaux. Et nous, justement, on s'est dit, on va absorber pleinement cette force-là. Et ça va être notre force principale. C'est tout le pouvoir de, je ne vais pas dire de correction, mais d'amélioration de tout le monde. Okay. Voilà. D'autres questions sur Open Series Games? Parce que là, je suis passé très vite sur le manifeste, sur le partage par le jeu, etc. Mais je ne voulais pas creuser dedans. Un exemple peut-être de ce qu'il y a dans le manifeste et qui pourrait nous donner justement envie de participer pleinement, de proposer nous-mêmes des tips pour justement collaborer à la communauté en gros. Ce qu'on a mis dans le manifeste, alors un exemple fort, c'est que, un point clé, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une vie où on apprend juste pendant une période et après, sur le reste de la vie, on exécute ce qu'on a appris à l'école ou au début de notre job. Et que la dose d'apprentissage, elle est grande pour tout le monde. Ce qui fait qu'on est plein de professionnels, tous, à avoir ce besoin économique, même, au-delà de la curiosité et de la soif d'apprendre au quotidien. Et pour chaque sujet, il y a toujours très peu de gens qui peuvent transmettre. Et c'est un peu ça qui est malheureux, c'est que c'est comme s'il y avait très peu de gens qui avaient le vaccin. C'est encore sur le même monde. Alors avant, on parlait d'épidémiologie, de virus et de métaphores virales. Personne rentrait dedans. Maintenant, c'est bon, tout le monde est sensibilisé au sujet. C'est comme si très peu de gens avaient le vaccin pour plein de gens qui en auraient besoin. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le but, avant le détail du format par le jeu, etc., c'est que l'apprentissage il puisse être distribué par un maximum de monde et que plein de monde peut être transmetteur, non pas de virus mortel, mais de virus vertueux pédagogique d'apprentissage. Et c'est ça la quête. Et c'est que tout le monde puisse transmettre. C'est pour ça que réveiller le pouvoir de transmission. Et c'est ça notre appel. Le reste, c'est du détail et d'exécution, vraiment. Merci. On espère pouvoir voir oui, à la rentrée. Un exemple. Donc, sur l'épisode 2, c'est comment on est passé d'une communauté avec un site à des nouvelles, à l'essor de plein de communautés locales. À ce moment-là, on était une plateforme. Quand on a commencé à être une plateforme de contenu partageable, évolutif, on a commencé à nous demander plein de choses aussi. Où est-ce que je peux publier mes jeux? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Et si je veux lancer une nouvelle initiative, et comment je lance dans mon entreprise? Et encore une fois, on s'est dit, tel qu'on est, on ne va pas pouvoir tenir le nombre de demandes. Donc, c'est là qu'on a formalisé des guidelines. On a formalisé des guidelines et des outils pour pouvoir scaler. Et c'est là qu'on a fait émerger qu'on a commencé à faire émerger et à bien formaliser les rôles qu'il y avait dans la méthode Open Source Game. Et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, parce que c'est un peu nos projets pour la suite. J'irai un peu plus dans les détails tout à l'heure. Mais c'est la formalisation des rôles à travers lesquels chacun passe, qui est cette représentation qui aide à renseigner ce qu'il faut dans le jeu. Donc ça, c'était notre premier travail, c'était de formaliser la méthode. Et l'autre travail, c'est de rajouter plein de choses dans le site. Déjà des pages pour classer des jeux. Mais déjà, si on voulait faire des pages pour classer des jeux, il fallait déjà réfléchir à
comment classer intelligemment des jeux, pas juste avec combien de participants et combien de temps, mais comment vraiment classer les jeux en fonction des besoins. On a essayé de résumer comme on pouvait des idées pour, l'état d'esprit Open Serious Game en plein de petites idées. Parce que parfois, on ne peut pas prendre tout le manifeste. Parfois, c'est tout des petits morceaux, mais c'est toujours des petites idées qui circulent. Et c'est comment on pouvait décomposer l'état d'esprit du manifeste en plein de petites idées. On a initié des pages de communauté locale. Pour chaque jeu, on a mis des points de contact pour dire, voilà, si vous voulez creuser, vous pouvez voir directement avec cette personne. Et voilà, après des templates. Mais profondément, on est passé d'un site qui était un site à l'arrache de contenu avec un manifeste à un site qui avait une vocation de connexion communautaire, de chacun peut contribuer. Et on est encore à l'arrache dessus. Hein. Tout a été construit sous on est bientôt sous l'eau, on le construit, on fait ce qu'on peut, tout ça dans nos temps perso. Et là, la vraie vocation, c'est de transformer du contenu, je ne vais pas dire mort, parce que par définition, il était vivant, mais du contenu qui pouvait, un peu comme une pile de jeux sur une étagère, c'est comme si on avait une étagère avec une pile de jeux, on a ajouté à cette étagère avec la pile de jeux, on a ajouté des post-it avec les noms des gens qui aiment bien jouer, ou retrouver les différentes salles de jeu autour, comment apprendre à jouer de manière générale. Donc, c'est un peu cette idée-là de donner une sorte de surcouche communautaire à notre site. Et bon, voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est après avoir ajouté ça, il y a eu plein d'idées qui sont sorties de partout pour remettre sur opensourcegame.org ou sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, on continue à faire tout le reste de ce que je vous ai décrit, c'est organiser des ateliers, faire des ateliers locaux, créer des nouveaux jeux et plus structurer le mouvement. Et tout ça, c'était sur du temps libre. Donc, ça a une bonne chose, même si ça peut faire peur maintenant de se dire tout le monde a tout fait sur son temps libre. C'est que sur le temps libre, ça sélectionne vraiment naturellement par l'affinité. Vous ne faites pas sur votre temps libre, si par définition c'est du temps libre, ce à quoi vous n'êtes pas obligé. Sinon, c'est du temps contraint pendant du temps non professionnel. Mais du temps libre, si vous avez une heure, on dit voilà, aujourd'hui vous avez une heure de liberté, vous voulez créer un projet, ça, on sait que c'est aligné pleinement avec vos valeurs, avec ce que vous voulez dans la vie. Et le fait que tout ça soit développé pendant le temps libre, et qu'on a cumulé un peu des vocations de tout le monde, ça a créé ça aujourd'hui. Et Open Source Game, là, à ce moment-là, c'est devenu une façon de transmettre. Et quand on a commencé à se demander mais moi, si j'ai déjà une communauté, et comment, si je veux lancer dans mon propre groupe Meetup en petit, et si je veux lancer dans un nouveau pays, et si j'ai déjà toute une base et que je n'ai pas besoin de votre base, comment on fait? Et là, on s'est dit encore une fois, tel qu'on est, on ne va pas pouvoir tenir le nombre de demandes. Et on a décidé de mettre un peu plus en avant le côté ouvert, parce que c'est ça l'état d'esprit qu'il y a derrière. Et l'état d'esprit derrière de mettre le côté ouvert, je vous donne 2-3 exemples, c'est si on a déjà une communauté, et si nous, on a juste vérifié que c'était compatible avec le côté réveiller le pouvoir de transmission, on a commencé à recenser les communautés. Puisque, encore une fois, le but, c'est pas gagner du territoire, être en compétition, c'est comment est-ce qu'on peut être vertueux à plus grande échelle. Et si c'est recenser les communautés qui sont déjà vertueuses et les connecter ensemble et d'inviter les gens à rejoindre des communautés déjà existantes, faisons-le. C'est ça, ce qui compte, c'est quelle vertu on peut avoir à grande échelle maintenant. Si les gens voulaient lancer dans leur propre groupe Meetup plutôt que passer par Open Serious Game Paris, on s'est dit, ouais, super. Et ce qu'on a commencé à faire, et c'est là où les gens du groupe Meetup étaient un peu perdus, c'est que dans les discussions du groupe Open Serious Game Paris, on postait des liens vers d'autres groupes Meetup. Et je me dis, mais ils font quoi ce groupe Meetup? Ils envoient des liens vers d'autres groupes Meetup.
Ils sont en train de jouer contre eux-mêmes. Mais non, nous, en fait, on voulait déployer ça, donc on a commencé à envoyer des liens. Donc, un peu dans cet état d'esprit, c'est toujours inviter à se connecter aux bonnes interfaces et, je n'entre pas dans tous les détails, et donner tous les moyens de reconvertir. Toujours en vérifiant que c'était compatible avec le manifeste. Est-ce que je peux t'interrompre justement juste sur cette slide-là? Ouais. C'est ce dont on parlait tous les deux il y a quelques jours. Ça dénote un petit peu cette façon de faire parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, alors un peu moins en mode confinement où on voit que le partage est quand même la solution à tout, mais en gros, plus tu as la connaissance sur un truc et moins tu la diffuses et plus tu as de pouvoir. Et du coup, là, tout ce que tu nous racontes, c'est complètement l'inverse. Et pourtant, on voit que ça prend davantage quand tu partages un maximum. C'est en effet la culture de conserver l'information pour le pouvoir. C'est des héritages naturels d'une époque où, par exemple, avant, je sais pas, on avait l'information sur où étaient les baies ou le point d'eau. Et donc, c'était de la survie dans un groupe local. Sauf que là, on est sur de l'information qui crée un effet. Donc, en dehors du côté humain, on va dire humaniste de partager, ça a marché aussi parce que plus on propage la vertu, plus on a de connectivité. Et aujourd'hui, dans l'économie ultra connectée, ce sont les personnes qui arrivent à avoir un effet vertueux le plus massif qui vivent le mieux, progressivement. Bien sûr, il y a encore d'autres dynamiques dans les jeux à somme nulle où on garde l'information sur les points d'eau. Ça existera toujours sur les biens physiques. Mais sur l'information, plus une information elle vit, plus elle a des chances d'évoluer. Donc, plus on la propage, plus il y a de chances d'avoir de nouvelles souches. Et si on arrive à garder la connexion avec ces nouvelles souches, on peut récupérer plus d'informations aussi et continuer à évoluer. Et ça demande aussi une mentalité de horde par rapport à un individu qui doit survivre dans une horde. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou à ta remarque. Ah si, tout à fait. Ça fait du bien à entendre. Et donc, voilà ce qu'on est finalement, je ne vais pas dire devenu, parce que on n'a pas perdu tout le reste. Donc, ce qui s'est empilé comme surcouche de OpenSeries Game et ce qui est en train de s'empiler en ce moment, c'est que ce n'est pas tant l'important de se dire on est une communauté avec tant de membres. Ça ne veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Surtout à notre époque. C'est plutôt c'est un langage commun qui permet de connecter plein de communautés locales. Pas parce que ce langage commun est bien ou il est meilleur, c'est qu'il convient bien. Il convient bien et que c'est pratique. C'est un peu. Alors, je prends l'exemple du mandarin pour dire voilà, c'est une sorte de langue unique et chacun a sa langue locale. Ça peut être aussi l'exemple de l'euro. Voilà, chacun a sa vie, mais on a une sorte de vocabulaire commun qui serait, entre autres, tiré d'OpenSeries Game. Et c'est ça qui fait que ça vit, c'est que ça a une utilité. Et si ça n'a pas d'utilité, à cette échelle, tant pis, ça mourra à cette échelle et ça interviendra ailleurs. Mais voilà où un peu ça en est, de mon point de vue d'observateur aujourd'hui. Parce que tout le monde a des vies complexes, tout le monde a 1000 appartenances différentes de nos jours. Moi, je suis dans un groupe de ceci et dans un groupe de cela. Je fais plein de choses, normal. On ne peut pas dire moi je suis full un groupe. Par contre, dans mes communications, ce vocabulaire-là me convient bien. Et c'est un peu ce que c'est en train de devenir. Des questions sur l'épisode 2? Ça a l'air d'être bon. C'est très clair. Ok. Je ne sais pas si ça… N'hésitez pas à me dire aussi si c'est nul, ou si ça ne correspond pas du tout à vos attentes. Encore une fois. Moi, c'est parfait.
Ok. Là, je vous parle un peu des défis un peu que personnellement je me suis donné. Après, chacun travaille avec ce qui est aligné avec sa vie, avec Open Source Game. Là, sur l'épisode 3, je vous parle plus d'un peu ce sur quoi moi je travaille. Après, ça ne veut pas dire que les autres travaillent tous dessus, donc c'est ouvert à tout le monde. Et sur l'épisode 3, c'est un peu la façon dont moi, après avoir assisté à ces différents épisodes, j'imagine les prochaines formes de contribution et des formes de vertu à grande échelle pour Open Source Game. Et un peu la vocation là, c'est de développer vraiment un secteur économique à l'échelle de la France, ou au moins à l'échelle d'un pays. Parce que récemment, là, je suis de plus en plus dans le milieu du gaming, du serious gaming, de la gamification. Et j'ai vu à pas mal d'endroits que la France, c'est un pays qui est très consommateur et créateur aussi de jeux de société et de jeux vidéo. Donc, on est un peuple qui aime bien jouer. Et c'est aussi un pays qui est pas mal pour les serious games, la gamification. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas… Voilà, on est un peuple qui aime bien jouer. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de concentrer un peu, de travailler ce secteur-là, le développer à l'échelle de la France? Donc, sur le serious game, la gamification, la ludopédagogie. Et là, je vais vous parler de trois projets sur lesquels n'importe qui peut joindre dans Open Source Game. Le projet 1, c'est la méthode Open Source Game en tant que méthode d'entreprise. Donc, les problématiques que ça adresse, c'est que dans une entreprise, il y a beaucoup de compétences à transmettre. Moi, je suis souvent avec des grands groupes aussi. Par exemple, je sais pas moi, une compétence sur l'agilité. Si on est 100 000, on a besoin de transmettre l'agilité à 100 000. Mais c'est dur d'organiser la transmission même de ce chantier. Si on imagine qu'une personne peut transmettre qu'à 10 pour 100 000, il nous en faudrait 10 000. Et comment est-ce qu'on fait 10 000 en 3 ans, c'est aussi dans des cas où on veut transformer l'entreprise. Et toujours cette histoire on est beaucoup à devoir apprendre, mais très peu qui peuvent transmettre. Et sur une troisième problématique, c'est qu'on perd souvent des connaissances importantes dans l'entreprise, faute de capacité à les transmettre. Et ce n'est pas forcément des compétences qui datent d'il y a super longtemps. Par exemple, ça peut être des gens qui sont venus en mission, mais qui sont repartis. Et après, on est obligé de tout recommencer. Parce qu'on n'a pas cette habitude et on n'a pas cette logique de transmission qui est intégrée dans le quotidien. Donc, la méthode, elle est là vraiment pour faciliter la transmission en milieu pro, au même titre que, et l'idée c'est de créer un framework, au même titre que Scrum, c'est un framework qui aide à itérer sur un produit. Lean Startup, c'est un framework qui aide à exposer son produit et à apprendre très vite au moment des différents lancements. Kanban, c'est un framework sur le flux de production. Donc là, l'idée, c'est un framework sur la transmission, sur développer la transmission. Donc, c'est de reprendre un peu les rôles qui ont marché dans des contextes avec des contraintes différentes. Donc, voilà, c'est les rôles que je vous ai présentés avant, qui ont fonctionné dans des contextes plutôt publics ouverts, mais de gens qui n'étaient ni payés pour, ni obligés d'eux, professionnellement, opérationnellement, et qui ont en très peu de temps tout un groupe de personnes qui sont retrouvées là-dedans et qui ont créé. Et ces personnes qui se retrouvent là-dedans le soir, peut-être que Open Source Game, ça a été aussi fait pour que ça soit sérieux dans le sens ça peut être utilisé en journée de travail. Donc, ces personnes qui sont là le soir, elles sont là aussi le jour. Et elles ont peut-être la capacité de développer ce même état d'esprit ou d'exprimer ce même état d'esprit qu'elles ont en elles dans leur entreprise avec des bénéfices sur la transmission, la passation de connaissances, la transformation d'entreprise.
Donc, la méthode, elle tourne beaucoup autour de cet axe-là. Les rôles, on passe de curieux joueurs, joueuses, éclaireuses, éclaireurs, à la co-animation, au lead d'animation, à la création. Je vais rentrer dans les détails un peu sur ça après. Mais c'est un peu quelque chose qu'on a observé dans plein d'organisations. Quand je dis organisation, c'est au sens large. Ça peut être dans des fonctionnements comme une cour de récré ou dans l'école Montessori, dans le scoutisme. On a des gens qui venaient du scoutisme au tout départ qui me disent ouais, c'est la même chose que dans le scoutisme. Dans le jeu qui n'est pas forcément que serious, dans le sport, ou dans l'entreprise sur les autres méthodes. C'est un peu essayer de trouver une sorte d'essence commune de comment l'information se transmet dans ces différents contextes. Quel est le point commun? Et c'est parce que c'est des contextes qui sont souvent soumis à la transmission peu efficace, parce que c'est le cœur de ces contextes-là. Et qu'est-ce qu'on peut en extraire? Et ce qu'on en extrait, c'est ce chemin. Et le chemin, c'est là, si vous avez pensez à un exemple qui vous touche. Ça peut être sur cette slide, ça peut ne pas être sur cette slide. Un exemple qui vous touche, par exemple, un sport que vous aimez bien, ou un jeu, ou votre expérience avec les enfants, ou ce que vous faites au quotidien dans l'entreprise. Ce qu'on voulait modéliser et ce sur quoi on veut travailler avec la méthode Open Source Game, c'est de se dire, on passe tout le temps par les mêmes rôles. Au début, je suis intéressé par un contenu. Ça peut être un atelier, ça peut être un mouvement dans un sport, ça peut être une technologie. Ensuite, j'expérimente. Je vais rester sur un seul exemple, sinon c'est perdre. Je suis intéressé par un jeu dans la cour de récré ou un atelier dans mon groupe Montessori. Je suis intéressé. Je le vois de loin, je vois qu'il y a un enfant qui s'amuse. Je viens, grâce à cet autre enfant, je l'expérimente. J'expérimente ce contenu-là. Je vois, ça me plaît. Je ne sais peut-être pas tout de suite le réexpliquer à un autre enfant. Par contre, je sais que c'est amusant. Et je peux dire aux autres, venez voir, c'est amusant. C'est un peu ce qu'on faisait, ce stade éclaireur que je montrerai plus haut, c'est je fais venir des gens. Et ensuite, je peux montrer avec quelqu'un qui maîtrise comment ça marche. C'est un peu la co-animation. Après, je peux montrer moi-même comment ça marche et je peux inviter les autres à dire, vas-y, teste, essaye de communiquer à toi aussi à ton tour. Et une fois que j'ai montré plusieurs fois, que je vois l'effet sur les gens, je peux inventer de nouvelles variations. Dire, voilà, il y a plein de façons différentes de jouer ça. Et après, je peux réunir plein de gens qui aiment ce contenu. D'ailleurs, le bienfait d'avoir des Google Slides en live. Et au final, pour revenir sur ces rôles, l'idée, c'est de pousser à deux objectifs. C'est que tout le monde puisse faire ce chemin de transmission-là, c'est-à-dire passer de curieux à quelqu'un qui joue, qui montre l'intérêt, qui anime, crée des variations et puis connecte les gens entre eux. Donc, c'est vraiment là, c'est ce qu'on appelle réveiller le pouvoir de transmission, c'est formaliser le pouvoir de transmission, le réveiller, et favoriser la viralité de chaque connaissance. C'est-à-dire que sur les connaissances, plutôt que faire des très gros pavés qui sont très difficilement passables d'une personne à l'autre, c'est de savoir la découper et la structurer de manière à ce qu'elle puisse être très transmissible. Et l'outil, c'est comment on peut formaliser l'organisation de la transmission. Je n'ai pas mis d'illustration ici, mais une des manières, c'est par exemple de faire comme des colonnes d'un Kanban board. Et par contenu, imaginons là j'ai un contenu, une ligne représente un contenu. Allez, je vais le faire en live pour. On va dire sur l'agilité. Ici, je vais mettre, je mets Jean-Pierre, qui est juste curieux. Mais à côté, je peux mettre, Jean, qui a déjà expérimenté. Pierre, qui a déjà expérimenté et qui peut organiser des sessions sur l'agilité. Jeanne, qui peut qui peut animer ces sessions-là. Pierrette, qui peut créer
qui peut créer des variations, et and so on, and so on. Et à chaque fois, tout le monde évolue sur cet axe. Et on peut voir qui est transmetteur dans l'entreprise. Et comme on représente et on mesure ça, on a tendance à favoriser la transmission. Voilà, on développe ce qu'on mesure. Et ça pourrait être c'est un des outils qu'on utilise, moi que je vais utiliser. Là, je suis en train de le mettre en place chez mon nouveau client. Quel est le niveau d'appropriation et de transmission de chaque info importante pour l'entreprise? Voilà. Et bon, je ne rentre pas dans les détails encore une fois, mais chaque rôle intervient chaque rôle intervient sur faire monter les autres rôles. Donc, ce n'est pas une pyramide, parce qu'il n'y a pas de plus je suis en haut, plus j'empêche les gens d'aller en haut. C'est plutôt plus je suis en haut, plus j'emmène de gens en haut. Donc, par construction, le nombre de transmetteurs est grossi. Et la viralité, elle se construit comme ça aussi, par cette structure-là. Et du coup, là, nous, on est curieux, c'est ça? Là, vous êtes curieux d'Open Sur le Source Game. thème, voilà. Voilà. Et justement, comme tout le monde est invité à transmettre et tout le monde est invité à vivre tout le chemin, ça, c'est à l'échelle d'un jeu. Mais au global, l'idée, c'est que vous puissiez arriver, et d'ailleurs, Open Source Game et la méthode Open Source Game, elle évolue comme un Open Source Game. Le bout de la méthode, c'est que tout le monde puisse devenir quelqu'un qui crée des variations d'Open Source Game. Il n'y a pas de « Ah oui, moi, je suis le Scrum original, ça fait 20 ans et puis je continue à vendre des bouquins. » Non, il y aura plein de gens qui vont peut-être prendre des variations de ça, créer des variations meilleures, adaptées. Et la méthode elle-même, elle est construite pour qu'on puisse arriver à créer ces variations-là. Donc, il n'y a pas genre une tête pensante qui conçoit tout Open Source Game. C'est Open Source Game est créé pour que tout le monde puisse le modifier légitimement et créer des variations légitimement. Donc, voilà, vous êtes là. Et la prochaine fois, vous serez là. Et voilà, on verra comment vous l'appropriez, jusqu'où, si ça vous est utile ou pas. C'est un peu cette idée. Alors attends, on a une petite remarque de Franck. Je voudrais juste ajouter qu'Open Serious Game est ouvert d'esprit car il n'y a pas que des jeux sur Open Serious Game, il y a aussi des ateliers. Et c'est justement ce qu'on proposera, je croise les doigts, à la rentrée. Ouais. Merci Franck. Je reprécise, hein, cette méthode-là, finalement, ça structure la transmission, peu importe le type de contenu. Ça peut être de la danse même, j'en sais rien. Parce que c'est les points communs justement de la transmission, c'est les rôles à travers lesquels chacun passe. Le jeu est optimisé pour faire ce chemin de transmission, pour être très transmissible. Mais sinon, ça pourrait être sur n'importe quoi, sur une poésie. Je crée des variations d'une poésie au bout d'un moment à l'expliquer et tout. Donc, alors, merci pour le complément. Donc voilà, les défis sur ce projet-là, c'est déjà de déployer des expériences réelles et d'avoir des retours d'expérience réelles pour pouvoir créer une sorte de, c'est pas un Scrum Guide, un Open Source Guide. Peut-être créer un système de certification avec une mécanique qui puisse avoir à la fois la force de ceux qui ont une certification, donc une sorte de tiers qui valide de la maîtrise, mais qui puisse être scalable, distribué. Donc, ça peut être une base sur les mêmes logiques que les blockchains, etc. Mais voilà, c'est créer un système de certification et qui crée aussi un système de fiabilité, en fait. C'est aussi le défi sur ce projet. Et un des défis, le défi bonus, c'est de faire bénéficier de ces méthodes-là à plein d'associations. Parce qu'aujourd'hui, après, pour avoir eu un peu d'expérience dans le milieu associatif, j'ai vu beaucoup d'associations se fatiguer. Et au bout d'un moment, voilà, on a fait 15 événements et on est fatigué puisqu'on fait tout le temps la même chose. Et on veut toujours créer l'engagement, etc. Et
quelque part, les gens qui viennent, ils sont tout le temps en mode spectateur, alors que le but d'une association, c'est de s'associer pour être acteur de quelque chose. Et plus on formalisera intelligemment la méthode, plus on pourra distribuer à des associations pour qu'il y ait moins de pertes en ligne dans l'énergie qu'elles injectent et que les vertus qu'elles donnent sur leur propre sujet puissent se propager. Au même titre que voilà, ça peut être appliqué à n'importe quel atelier ou à n'importe quel contenu. Donc voilà, c'est une des ouvertures Open Source Cause. C'est bon pour des questions sur la méthode? Non, c'est tout bon. Encore là? OK. Le deuxième gros projet qui est commencé, c'est Open Science Hub. Donc, une sorte de réseau ouvert du Science Game. Des grands mots. On va juste parler des problèmes très concrets. Les problèmes très concrets, c'est déjà les problèmes de crédibilité. Tu vois, on se dit, bah voilà, mon entreprise ou mon entourage, il n'arrive pas à croire à la valeur du ludique ou du serious game en tant qu'outil. Et il me faudrait des preuves, des exemples. Sinon, on va juste croire que voilà, je suis un fou dans un coin. Et quelque part, il n'y avait pas encore, de ce que j'avais exploré, un endroit qui concentrait plein de preuves. Et les preuves, les meilleures preuves, c'est les preuves vivantes. Donc, c'est les preuves vivantes que le jeu peut servir dans un contexte opérationnel, dans un contexte économique. C'est les preuves vivantes, c'est les entreprises. C'est les entreprises de ce secteur-là. Donc déjà, c'est cumuler les preuves pour pouvoir cumuler la crédibilité, pour dire, regardez, si vous cherchez des preuves, si vous cherchez des exemples, il y a plein de preuves vivantes dans cet open source. Le deuxième problème, c'est, voilà, on est peut-être sensible à la notion du jeu, de la ludopédagogie, la gamification, mais parfois on est tout seul dans son coin et on s'imagine tout seul dans son coin. Alors qu'avec parce qu'on n'a pas l'annuaire spécialisé qu'il faut. Alors, ça se trouve, 3 pâtés de maison plus loin, ou dans ma ville, ou dans ma région, il y a quelqu'un. Et la troisième problématique, c'est voilà, on veut rencontrer des professionnels. On croit en ça. On veut rencontrer des professionnels. Mais pour pouvoir rencontrer des professionnels, j'aimerais bien avoir le choix et pas juste rencontrer premier venu par. Et ce choix-là, je voudrais qu'il soit le moins biaisé possible. Donc, que ce ne soit pas quelqu'un qui a intérêt à me vendre un professionnel en particulier. Et donc, de ces 3 problématiques-là, l'idée de faire une sorte de réseau ouvert, neutre, qui recenserait les professionnels et les entreprises et les initiatives et les communautés du serious game, la gamification et la ludopédagogie, ça serait ce connecteur humain, ce connecteur qui permettrait de rencontrer les gens autour de soi. Parce que avec l'expansion qu'il y a eu d'Open Serious Game, on a justement plein de contacts et plein de connexions sur les réseaux sociaux, etc. Et on a mis ça dans un Airtable, une Glide App. Et l'idée, c'est qu'on soit une communauté à renseigner cette base de données-là pour qu'on puisse en profiter. Et dedans, il y a des entreprises, il y a des réseaux. On va essayer de faire une carte. Voilà. C'est cette notion-là de hub du serious gaming. Et le but, c'est de le rendre utile. C'est de le faire connaître parce que parfois ça peut être utile, mais on ne sait pas que ça existe. Pouvoir l'intégrer naturellement dans des circuits économiques, parce que la notion, c'est de faciliter l'opérationnel économique réel et faciliter des communications existantes aussi.
Et le bonus, c'est de pouvoir développer à l'aide de ça du pro bono pour les associations. Donc voilà, des services gratuits autour de ce thème-là. Donc c'est pas juste partager la méthode ESG, mais peut-être il y a des gens qui sont forts en serious gaming de je sais pas quoi, de esprit d'équipe, et pouvoir connecter des associations à ces personnes-là qui auraient envie de contribuer. Donc, c'est créer les points de connexion, en fait, l'Open Service Hub. Des questions sur l'Open Service Hub? Du coup, c'est quelque chose que vous alimentez vous, ou c'est quelque chose qui est lui-même ouvert pour que les gens qui connaissent des communautés existantes puissent vous les envoyer? C'est ouvert. D'accord, ok. C'est ouvert. Ça date d'il y a 1 semaine et demie. Hein. Ah, oh, hey, VIP. Bravo. L'appli date d'il y a 1 semaine et demie. Hein. Là, c'est depuis janvier, hein, les projets que je vous présente. D'accord. Et à la base, c'était un post LinkedIn où je demandais aux gens de mettre en commentaire et puis on a renseigné. Et là, on est sur des problématiques de base de données, sur ah oui, on a plein de fronts différents, comment on fait pour les aligner, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir permettre l'édition, mais pouvoir la tracer quand même et avoir. Mais c'est cette notion de on crée une base de données et on développe une expérience dans la foulée. Donc, dernier projet, et après, on peut passer aux questions ou aux pots ou aux insultes sur qui ne vous va pas dans ce partage. C'est le projet qui me tient le plus à cœur, celui-là, parce que c'est celui qui pourra avoir la vertu la plus grande échelle, de mon avis, le projet Open Service Filters. Parce qu'en gros, aujourd'hui, une des problématiques quand on choisit un jeu, un atelier, une forme de gamification, on se pose tout le temps la question, bon, voilà, faut trouver le bon jeu au bon timing, au bon moment, dans mon contexte, par rapport à mon besoin. Comment je fais? Tout le monde n'a pas cette maîtrise-là. Quand je cherche dans les bases de Serious Game, les critères de choix, pour beaucoup de bases, ils sont basiques. Et le nombre de participants, la durée, plus ou moins un objectif. Open Serious Games Sport, je fais pas mieux. Hein. Aujourd'hui, il y a 3-4 critères. Il y a encore. Et le nombre de critères, quand on a très peu de critères, si on veut un nombre qui n'est pas explosif de résultats derrière, on ne peut pas mettre beaucoup de jeux. Donc, moins on a de critères, moins on a de jeux, moins on a de jeux, moins on a de critères, parce qu'on a moins besoin de les classer. Et aujourd'hui, les bases de données de Serious Game, elles sont soit difficiles à explorer, soit limitées en nombre de jeux, soit limitées en critères. Donc, quand on a un besoin, on doit reposer sur des professionnels et des gens qui ont de l'expérience, mais au plus un professionnel, même un professionnel rodé, il va connaître quoi, 200 jeux, mais encore un professionnel ultra rodé. Et quand on pose la question, bon déjà ce professionnel n'est pas tout le temps disponible, on ne connaît pas la façon dont il sélectionne, il n'est pas tout le temps disponible pour l'expliquer non plus. Et sinon, quand je demande au réseau de manière générale, je n'ai pas d'informations sur la fiabilité de la réponse. Déjà, je n'ai pas en termes de temps de réponse, en termes de précision de la réponse, en termes de pertinence de la réponse. Quand je demande à un groupe comme ça sur le Slack d'Open Serious Game, je ne sais pas qui il y a derrière. C'est dur de faire ce background check. Et je ne sais pas quel est l'échantillon de base de la personne qui me répond. Et là, en fait, sur ces 3 points-là, on tape des limitations humaines, en fait, en termes de base de données, en termes de rangement d'informations, en termes de capacité de stocker, de filtrer et de distribuer cette information. Et le projet Open Service Filter, le but, c'est que pour quelqu'un quiconque se dise, voilà, moi, je cherche un jeu. Open Service Filter, voilà, ça peut être une IA qui pose la question, voilà, quel est votre besoin, quelle est votre situation? Ces questions qui seraient basées sur des critères de rangement de la base de données. Et en répondant, en décrivant ce besoin de manière intelligente, l'intelligence artificielle pourrait lui répondre, voici les propositions et voici pourquoi je les ai choisies.
par exemple par rapport à votre phase de projet dans laquelle vous êtes, par rapport aux prérequis qu'il y a sur votre atelier, par rapport au type de fun que les gens ont dans votre contexte. Mais toutes ces questions-là, comment les rendre très accessibles et comment rendre ce service de réponse très accessible? On a besoin de cette intelligence artificielle qui va se baser sur des critères, des bons filtres pour filtrer l'information de tous les serious games disponibles et d'une base de données riche qui est bien structurée derrière. Et plus on arrive à construire ça, plus on arrive à construire une sorte de super consultant de gamification de serious game qui arrive à accumuler beaucoup plus d'informations, qui arrive à servir beaucoup plus loin, beaucoup plus large. Et à poser des questions spécifiques sur le contexte et à donner des réponses plus pertinentes. Alors, clairement, c'est carrément un plus parce que à mon petit niveau, dans mes missions, quand j'anime essentiellement avec les serious games, des rétrospectives, aujourd'hui, comme je suis toute neuve, toute newbie, j'y connais rien. Quand je cherche quelque chose, ça me prend énormément de temps parce que justement, je vais checker à droite, à gauche, je vais tout lire parce que du coup, potentiellement, tout peut m'intéresser, il suffit peut-être des fois de l'adapter. Et en fait, on se rend très, très vite compte que quand on a un but bien précis, moi, généralement, quand ça se passe bien, j'ai juste envie de challenger l'équipe pour aller plus loin. Quand ça se passe mal, je veux absolument crever l'abcès et puis faire en sorte que ça se passe quand même correctement et qu'on reste dans l'empathie, dans la bienveillance, etc. Et du coup, je passe un temps fou à m'auto-essayer des choses en lisant les explications des serious games qu'il y a, parce que justement, ça, ce que tu décris, ça n'existe pas encore, quoi. Alors que là, je rentrerai mes critères. En gros, je veux faire du team building ou je veux faire reconsolider l'équipe parce qu'on a eu un obstacle ou des choses comme ça. Et en gros, ça me ressortirait 3 propositions déjà de base. Et pourquoi ces propositions aussi? Oui, en plus, le pourquoi. Aussi à sélectionner. Tout à fait. J'attends avec impatience. Je veux bien aider. Ouais. On a commencé à travailler sur les filtres. La définition des critères, on a déjà une première liste qui est lui-même le jeu Open Serious Filter aujourd'hui. C'est un jeu de formation sur choisir le bon serious game. Aujourd'hui, c'est de le connecter à une database derrière qui puisse une database structurée. Alors, il y a aussi le gros boulot de structurer la donnée et comment aller collecter de la donnée pour la structurer intelligemment en fonction de ces critères. Et voilà, c'est un projet avec des gros défis. Le défi, déjà, c'est identifier les bons critères, entre autres pour pouvoir, et une bonne mécanique de questions pour pouvoir rendre les choix le plus vite possible. Vous voyez le jeu Akinator ou pas? Une sorte de bonhomme qui devine des gens. En gros, il dit ouais, est-ce que vous pensez à un homme? Enfin, vous devez penser à quelqu'un. Ah oui. Et c'est une sorte c'est un site et après il vous dit à qui vous pensez et il vous pose des questions. Et pour ça, il a un algorithme il a une base de données, un algorithme qui lui permet de dissocier l'information le plus efficacement possible mathématiquement pour réduire le nombre de questions. C'est ça aussi le but, c'est pas d'avoir à poser 1 million de questions et dire ok, bon, c'est celui-là. Il veut dire non, il n'y a pas. Mais c'est de se dire ah voilà, par rapport à tous vos critères, voici cette sélection et celle-là ça rentre, celle-là ça rentre pas, celle-là ça rentre un peu. Mais je vous ai posé la question de manière à bien dégrossir ma base. Ouais, il y a le défi d'identifier les critères, il y a le défi de structurer les données, de construire l'interface et de confirmer la crédibilité de ce système-là. A priori, il y en a pas mal qui sont intéressés justement. Et une question est posée, comment participer à un des projets et dont celui-là? Un des projets sur celui-là, je pense qu'on en discutera sur le Slack d'Open Serious Game. Sur ce projet-là, un des premiers trucs, c'est de faire la liste des critères. Et voilà, j'entrerai en détail sur le Slack, mais en gros, on a déjà une liste des critères, faire une liste
On peut travailler sur la liste des critères, travailler sur les données, où sont les sources de données. Puis après, c'est des tests. Et tout ça, c'est en mode, pareil, il y a un temps libre. Donc, ça peut être aussi dans structurer l'équipe qui travaille sur ça. D'accord. Et encore une fois, je donne l'impression de maîtriser plein de choses, mais comme vous l'avez vu, c'était surtout un drive sur comment créer de l'effet. Après, ça peut être aussi sur guider le mode opératoire de travailler ça. Voilà. Et après, si on peut mettre à disposition cette IA pour les associations, un super consultant pro bono, en fait. Si en plus les jeux qui sont au bout, il y a très peu de prérequis, bon, je pousse la logique jusqu'au bout. Hein. Les jeux, ils sont en ready to play et on sait que les jeux sur lesquels on tombe, on peut les animer nous-mêmes en tant que personne qui pose des questions. Ben, à ce moment-là, on peut avoir un nombre incroyable de transmetteurs. Parce que la finalité, le résultat final, c'est quelque chose que la personne peut transmettre et qui aura de la vertu dans son contexte. Et là, voilà, on est en train de multiplier par je ne sais pas combien l'effet positif du travail de structuration qu'on a fait jusque-là. Voilà pour ce projet. Donc, je vous mets un résumé de l'histoire. Et encore une fois, c'est ma visibilité. Plein de gens ont vécu des expériences différentes et créé plein de choses à leur échelle. Il n'y a pas un open source game canonique ou pas. C'est ma visibilité, celle que j'ai aujourd'hui depuis l'origine. C'est un post LinkedIn devenu sur un délire, un groupe Meetup, qui nous a fait inspirer sous le nombre de demandes un mouvement, qui nous a fait inspirer, qui nous a fait faire une plateforme sous le nombre de demandes, où on a formalisé un framework qui permet de réunir des communautés, qui permettent de lancer des gros projets et qui mèneront à, j'en sais rien, aucune idée de ce que sera. Alors, si on me demande quel est ton plan quinquennal pour Open Source Game, déjà là, sur 1 an et demi, tous les jours, mon cerveau se retourne depuis un post LinkedIn où je dis allez, c'est sur un délire. Et voilà où ça va. Donc, plus ça avance, plus les projets ils sont longs, naturellement. Donc, les gros projets ils vont durer plus longtemps que le passage du post LinkedIn au Meetup. Après, mais plus on est aussi. C'est un appel à candidature. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être pas une seule IA, c'est peut-être plein de tests d'essais d'IA qui vont se faire. Ou plein de hubs. J'ai aucune idée de ce qui. Il n'y a aucune idée. Enfin, vraiment, ce qui est arrivé, c'est ça si vraiment je peux partager ça comme expérience par rapport à ce que chacun d'entre vous lance comme initiative à son échelle, c'est qu'on ne sait vraiment pas ce que ça peut devenir. Par contre, sur le moment, on se dit, bon, je prends une décision basée sur quoi? Et après, ça peut devenir ça comme ça peut devenir n'importe quoi d'autre et tout est valable et a son utilité, sinon ça n'existerait pas. Ou ça disparaîtrait naturellement. Et du coup, le Slack dont tu parles, lui aussi, il est ouvert. On peut venir piocher pour prendre de l'information et en donner. Ouais, et je retrouve le lien. Je vais le mettre dans la conversation. Ah, nice. Super. Mais voilà, si. Alors. Oui. J'ai une petite question pendant que tu récupères le lien. Du coup, si tu acceptes de venir nous voir physiquement après cette période où on se voit virtuellement, l'idée de l'atelier, si tu peux le décrire en quelques mots, parce que l'idée, c'était le premier pitch qu'on avait vu ensemble, c'était justement autour d'un atelier sur la transmission. Si en quelques mots, tu pouvais nous faire le pitch de ce qu'on pourrait vivre avec toi sur un atelier en physique à Tours, ce serait quoi à peu près l'objectif de cet atelier et de ce vers quoi on irait? Alors, l'objectif de cet atelier, c'est de faire vivre ça. En fait,
le passage entre je suis curieux d'un sujet, j'ai un problème à résoudre, je joue à quelque chose et à la fin de l'atelier, je suis déjà proposé une variation. Donc, ça ne sera pas un jeu entier, mais les gens, en gros, ils sont en petits groupes. Ça simule, c'est une micro-simulation du monde. Hein. Les gens sont en petits groupes, ils jouent des petits jeux localement dans leur petit groupe. Après, ils vont commencer à regarder autour d'eux quels sont les autres jeux. Après, ils vont co-animer des jeux auxquels ils ont joué dans encore d'autres groupes. Ils reviennent, ils animent encore autre chose. Et à la fin, ils proposent des variations. Et là, on a prouvé en 1 heure, avec une base d'un jeu transmissible, que oui, sur un contenu, on peut passer de j'ai un problème, je ne connais rien, à je suis déjà en train de créer des variations. Parce que j'ai une vue comparative, j'ai animé, j'ai connecté. Et voilà, le défi, c'est de faire ça en 1 heure. Donc, il y a des micro-jeux, il y a le déroulement méta de la session. Tout ça est un open source game. Hein, vous pourrez le trouver sur le site open source game. Le truc est prêt. Hein, le truc est prêt. Il était prêt Mais oui, pour cette fois-là. Vous pouvez déjà créer des variations aujourd'hui avant même que ça ait lieu. Mais voilà ce qu'on peut lancer. Donc, c'est une sorte d'open source game qui explique les mécaniques de transmission et les rôles. Et l'ordre dans lequel ça se passe. Et après, si on peut faire un Kanban, on fera un Kanban avec où est-ce que chacun en est, on le fera. Ça peut être une variation. Non, mais très bien. Hâte de pouvoir le faire et de boire une bière après. Surtout ça. Je vous invite à mettre vos micros en mode off, l'inverse, en mode on. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je reviens dans mon partage. On a fait peut-être le tour des questions pendant la présentation. Donc, je vous invite à enlever vos micros pour au moins applaudir et dire merci à Alexandre, parce que ce n'est pas un exercice facile. Merci. Merci à vous d'avoir aussi répondu présent. Tout à fait. On pense que c'est… Ah oui, je vais mettre ma petite réaction avec les mains qui applaudissent. T'en profiter. Et puis, si la prochaine fois, voilà, vous êtes intéressé par la participation et l'animation de l'atelier, nous, de toute façon, on vous tient au courant. Tout ce qui a été présenté là est d'ores et déjà accessible. Alexandre avait fait tout ce qu'il fallait juste avant, mais on vous le partagera sur notre site. On vous le partagera aussi sur, je pense, un lien Twitter, LinkedIn, enfin, comme à l'habitude. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des petites remarques. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir je remets ce point-là, au plaisir de recevoir vos versions mises à jour de ça et des présentations qui présentent mieux. Voilà, parce que je suis toujours curieux d'apprendre. C'est comme ça. Tiens, concrètement, si on a une idée si on a déjà expérimenté quelque chose, qu'on aurait pseudo-inventé ou en tout cas fait varier, typiquement, c'est quoi le process pour vous soumettre l'idée, pour partager, pour le mettre à disposition de tout le monde? Alors, le plus direct, c'est de le publier sur ce que tu as déjà comme plateforme. Ça peut être ton propre site, ça peut être ton LinkedIn, et mettre le hashtag dessus. Le hashtag, ça permet d'indexer l'information. Sur un post LinkedIn, tu mets le hashtag, il y a des gens qui suivent le hashtag. Moi, je peux le repartager ou d'autres gens de la communauté peuvent le repartager. Et c'est un outil d'indexation, hein, le hashtag. Et c'est un hashtag qui représente tout l'état d'esprit qu'il y a. On dit, voilà, c'est partagé pour blablabla. Ça, tu peux déjà le publier dessus. Okay. Il y a un formulaire sur le site opensourcegames.org qui est en place. Et je rappelle encore une fois, opensourcegames.org, c'est une base parmi d'autres qu'on essaie de recenser. Ce n'est pas le passage obligatoire, c'est un truc qu'on aide à mettre en avant. On peut aider à mettre en avant à travers cette base-là aussi. Si vous avez déjà une base, on peut mettre en avant la base. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut être, vous pouvez créer votre meet-up. Vous pouvez voir d'autres communautés pour l'exécuter.
aussi, les communautés que vous pouvez retrouver sur l'Open Service Hub. Et voilà, je ne sais pas si… J'ai vu qu'il y a Franck Colalongo dans la conversation. Je ne sais pas s'il est encore là. Si tu veux témoigner, Franck, si tu nous entends ou si tu es encore devant l'ordi. Est-ce qu'il est encore connecté? Ah, mais peut-être qu'il n'a pas de micro. Ah oui, c'est ce qu'il nous dit. Il n'a pas de micro. Ah. Bon, vous pouvez, entre autres, demander à quelqu'un qui a vraiment fait le chemin, comme Franck. Il a publié 2 jeux aujourd'hui, à la fois sur son site et sur opensourcegames.org et sur LinkedIn. Et voilà, par rapport à une organisation classique, ce qui change vraiment, c'est que c'est vraiment, vraiment décentralisé. C'est pour ça qu'on parle d'indexation et de… Mais il n'y a pas le passage obligatoire. Très bien. Bah, écoute, en tout cas, c'était très complet. Moi, ça va répondre à mes attentes, donc je suis heureuse. Et puis, bah, donc, on prévoit une date, on se fixe une vraie date. Et tu nous inventes pas ni virus, ni grève, ni un autre truc. Et puis, tu Une viens invasion vraiment… extraterrestre. Ouais, bah, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Ok, bah merci à tous en tout cas d'être venus. On vous partage et repartage tout ça. Alexandre, à très bientôt, promis. Et puis on se donne des nouvelles d'ici là. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous. Oui. Et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye Merci, bye. à bientôt, au Bonne revoir. soirée, à bientôt. Salut. Merci.